Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette troisième et dernière capsule vidéo qui va porter en fait sur les principales écoles de pensée, mais aussi leurs penseurs. Cette vidéo complète en fait le chapitre qui porte sur l'histoire de la pensée économique et les différents systèmes et mécanismes qui régissent en fait notre économie. Donc c'est un chapitre que je vous avertis risque d'être un peu plus long, un peu plus laborieux. Chapitre, j'ai dit, c'est plutôt c'est une section un peu plus longue, un peu plus laborieuse par rapport aux deux dernières qui étaient relativement assez courtes, une quinzaine de minutes. Donc, elle, je vous conseille fortement de la réécouter, de peut-être la subdiviser en deux phases, donc partie 1, partie 2, parce que ça va être quand même assez long. Je vais aussi essayer d'être assez bref. Vous allez voir, les diapositives comportent beaucoup de texte. En fait, je vous remets sur le portail Moodle le PowerPoint. Donc, ça va vous servir de guide d'étude, évidemment, pour votre examen et les quiz et aussi le travail pratique qui va suivre ce chapitre. Donc, la manière que le chapitre est construit, c'est vraiment, je vais y aller de façon historique, je vais y aller de façon très courte, concise, puis je vais aussi ajouter certains commentaires, parce qu'il y a certains auteurs que je connais un peu plus, que j'aime aussi un peu plus. Donc, débutons, si on veut un jour terminer, comme on dit. Donc, d'entrée de jeu, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la pensée économique, donc, il va exister à travers du temps, puis ça, on peut remonter jusque dans l'époque, dans le temps d'Aristote, même des gens qui vont se questionner, en fait, sur comment le système économique peut ou doit répondre aux trois questions fondamentales qui, je vous le rappelle, sont quoi produire, comment le produire et surtout à qui sont destinés ces produits. Donc, il va toujours y avoir des gens qui vont réfléchir. Puis, dans l'histoire d'évolution de la pensée économique, jusque tout récemment, à peu près 17e, 18e siècle, on les appelait pas économistes. En fait, c'était des philosophes, des médecins. C'était aussi des fois des gens de droit, donc des politiciens aussi, qui se questionnaient sur la chose politique, qui, pas par inadvertance, mais qui par indirectement, ont fini par questionner tout de même le système économique. Donc, c'est ce que je disais. Aussi, l'autre élément, c'est que la pensée économique, mais aussi les systèmes économiques vont être influencés par le contexte social et politique de l'époque. Donc, ça serait dangereux de prétendre, par exemple, que les idées de Smith, donc de Smith, qu'on va parler dans quelques instants, s'appliqueraient intégralement aujourd'hui. Faut pas oublier que lorsqu'il a élaboré sa pensée, il était dans un tout autre univers que celui qu'on connaît aujourd'hui, puis même que les penseurs d'aujourd'hui, avec leur nouvelle conception de ce que doit être l'État, j'aurais de la difficulté à savoir si ça s'appliquerait réellement à leur époque, donc à des époques plus anciennes où l'avancée technologique, la science n'était pas autant évoluée qu'aujourd'hui. Donc, c'est ce que je dis un peu ici, la science économique est influencée par plusieurs penseurs qui sont intéressés au fonctionnement de l'économie. Puis ça va être pas juste au niveau de la répondre aux trois questions, mais ils vont aussi s'interroger, par exemple, à qu'est-ce que la valeur d'une chose? Comment est-ce qu'on va déterminer, par exemple, que mon crayon, mon stylet ici, vaut, je sais pas moi, 80 $? On va s'interroger aussi à savoir que représente réellement le prix des choses? Est-ce que c'est un indicateur de sa valeur? Est-ce que c'est un indicateur de son coût? Est-ce que c'est un indicateur de ce qu'on appelle la valeur d'usage, donc ce que les gens prêtent comme utilité à un bien? Et évidemment, à partir du 18e, 19e siècle, il y a des grands empires coloniaux qui existent. Donc, on va s'interroger sur les échanges internationaux. Donc, est-ce que c'est bien ou non, par exemple, de commercer avec son voisin? Puis, ces questions-là que je vous présente sont toujours d'actualité. Quand on regarde, par exemple, la dynamique États-Unis et le reste du monde. Donc, on va retourner à d'anciennes conceptions un peu plus, je dirais, pas mercantiles, mais quasiment des échanges internationaux. Donc, et c'est ce que je concluais là-dedans dans son ensemble sur la meilleure façon de répondre aux trois questions. Et ici, c'est une petite définition, donc je vais rajouter, je rappelle mon système d'étoiles qui signifie quelque chose d'important, par exemple une définition ou une question que je risque de poser à un examen. Un regroupement d'économistes qui partagent des idées similaires ou communes se nomme école de pensée. On va dire école de pensée, on va parler aussi de doctrine, donc un ensemble de connaissances, école de pensée, ou souvent on va aussi les nommer par leur nom. Souvent les auteurs, ou plutôt les principaux contributeurs à la pensée économique, vont donner leur nom à l'école de pensée. Donc voilà.
suivons. Je vous présente l'ordre historique des choses, les principaux penseurs. Là, j'ai été un peu. Ici, ce que nous avons, c'est Adam Smith. Adam Smith, écossais, que lui, il est associé à ce que nous appelons l'école classique, communément appelé aussi les libéraux. Donc, c'est les premiers courants de pensée officiels. Ici, évidemment, celui qu'on reconnaît, ça, c'est Karl Marx. Avec, évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, les marxistes. Marxistes, dans votre cahier, on va les nommer les socialistes, mais dans votre tête, marxiste, socialiste, c'est très proche. Nous avons ici, donc, si on y va un peu plus historique, ça à partir, par exemple, des années 1700, même en montant jusqu'à peu près les années 1800. Là, les dates ici, là, si vous allez chercher sur Wikipédia, sincèrement, ça ne concorde pas du tout. C'est juste pour nous donner un repère temporel. Ici, les idées de Marx, c'est vraiment à partir des années 1850, puis sont, je dirais peut-être jusqu'aux années 1950, puis même encore, ça pourrait être d'actualité, qu'on les a vus, comme on l'a vu avec l'URSS. Celui qu'on voit ici, c'est John Maynard. Plus communément appelé Keynes. Ça, c'est à partir des années 30 et même jusqu'à peu près les années 70. Ici, celui que nous avons, le très cher Milton Friedman. Eux, c'est l'école monétariste que nous voyons. Ici, j'ai oublié de le dire, mais c'est l'école keynésienne. C'est le keynésianisme. Je prends mon temps. C'est rien que pour avoir une idée temporelle, comment les écoles de pensée se chevauchent. Et mon école de pensée favorite que nous avons ici, c'est ce qu'on appelle le paternalisme. Libertarien. École dans laquelle je suis parti, c'est ma conception. Donc, le paternalisme libertarien, qui est souvent associé à l'économie comportementale, et même on pourrait aller plus loin en disant que c'est la neuroéconomie aujourd'hui, parce que oui, on utilise les techniques en neurosciences pour étudier le comportement humain, notamment dans les décisions d'investissement, d'achat. Ça, on pourrait donner à partir des années 2000. Officiellement, je crois que dans votre manuel, on parle de 2008, 2017 même, avec le prix Nobel qui est remis à Richard Taylor. Mais moi, personnellement, pour avoir bien étudié la chose, je vous dirais c'est à partir vraiment des années, on pourrait dire 2000, l'économie comportementale. On peut remonter même plus loin, puis il y a même des parallèles à établir entre Monsieur Smith, que vous voyez ici, et en fait, les économistes du domaine du paternalisme libéral. Donc, voilà pour un petit tour d'horizon, je vous dirais vraiment plus temporel. Je vous disais que les systèmes économiques peuvent être classés de la gauche à la droite. C'est la même chose aussi pour les écoles de pensée. Donc, normalement, je vais juste me faire... Là, sincèrement, je m'excuse là pour l'espèce de mélange que je suis en train de faire. Moi, ce que je vous conseille, c'est écoutez-moi d'abord, ensuite revisionner, puis placer les choses pour que ça soit bien fait dans votre support visuel. Donc, je pense que je peux effacer. Oui, on a du budget ici. Donc, je vais juste effacer pour me donner l'espace. Donc, évidemment, il y a toujours le spectre de la gauche ici. Le spectre de la droite. Donc, on a une gauche politique, c'est économique, une droite aussi. Ceux qui sont de l'école de droite, généralement, ce sont ceux qu'on l'on dit beaucoup plus libéral. Donc, on va parler de liberté individuelle. C'est individuel, donc c'est très, très, très proche. Donc, quand on parle de liberté individuelle, on peut parler de liberté de commerce, d'entreprendre, les choix. Donc, on respecte plus, on s'assure que le droit de choisir soi-même des choses est prioritaire. Versus la gauche, où eux, c'est plutôt le bien commun qui est priorisé. Donc, on va parfois restreindre certaines libertés individuelles au bénéfice du bien-être commun. L'État aussi, l'État est également très présent, alors qu'ici, on va plutôt avoir une méfiance, voire dire que l'État doit être absent, parce qu'on juge que les individus, et je vais vous l'expliquer tout à l'heure, sont plus à même de prendre les bonnes décisions. Donc ici, on dit pas d'État. Je vais juste l'effacer. Donc, on pourrait dire une absence
Donc, pas d'État. Donc, gauche-droite, c'est ce que je vous disais. Je vais juste passer un petit coup de pinceau ici. On va juste se donner, au moins, on va juste nettoyer un peu. Donc, si on reclasse les différentes écoles, ça je vous disais, c'est l'école classique. Elle est généralement associée à la droite économique. Entre autres, c'est elle qui va faire la promotion des libertés individuelles. Les marxistes qu'on voit ici, marxistes, sont beaucoup plus de la gauche, même de l'extrême gauche, on pourrait dire, qui passe par une abolition totale des marchés. Keynes, donc les keynésiens, je vais marquer juste ici, Keynes, on parlerait plutôt, lui, ce serait de la gauche, donc favorise une intervention de l'État, juge que les individus ou même que le marché ne fonctionne pas toujours. Retour ici, ça c'est les monétaristes, évidemment, monétaristes en opposition aux keynésiens, beaucoup plus de la droite, on va même parler des néo-libéraux dans ce cas-ci. Donc, eux vont encore une fois dire que l'État n'a pas son rôle à jouer. Et ici, les paternalistes libertariens, eux, on peut pas les classer sur l'axe gauche-droite. Pourquoi? C'est parce qu'ils favorisent une intervention de l'État, mais qui ne restreint pas les libertés. Donc, c'est vraiment surtout que moi, j'aime beaucoup cette position-là. C'est une position qui est nouvelle, qui est mitoyenne sur l'échiquier, je vous dirais, économique et politique. Ce qu'on appelle le mercantilisme. Je vous disais en fait que l'évolution de la pensée économique date d'il y a bien longtemps, mais une vision de l'économie qui était très marquante, très influente, est ce que nous appelons le mercantilisme. C'est cette école de pensée-là, je vous dirais, démarré aux alentours du 15e siècle pour se terminer à peu près au 18e siècle avec la fin, en fait, du règne des monarchies. Donc, le mercantilisme, c'est quoi? En fait, c'est une doctrine économique qui affirme que la puissance d'un État, quand on parle de la puissance, en fait, c'est de sa richesse, de son influence, va être fonction de sa capacité à accumuler des métaux précieux. De l'or, de l'argent, je vais marquer ici, de l'or, de l'argent, ça peut être des bijoux aussi, ou tout matériel de l'ivoire, donc tout matériel qui a une certaine valeur. Puis ça, en fait, ça va être possible, puis je le souligne, uniquement à la condition de dégager ce qu'on appelle, plutôt de créer des surplus de la balance commerciale. C'est quoi un surplus de la balance commerciale? C'est vraiment très simple. Dans la vie, vous avez ce qu'on appelle des importations. Je vais l'écrire comme du monde ici. Donc, d'un côté, on a ce qu'on appelle des exportations. Et de l'autre, on a ce qu'on appelle des importations. Importation, là, je manque d'espace. Quand on exporte des biens, c'est-à-dire, par exemple, si on vend notre bois d'œuvre aux États-Unis, eux, ils vont nous payer. Donc, exporter dans votre tête, c'est vendre. Importer, quand on importe, par exemple, au Québec, le pétrole de l'Alberta ou celui des Émirats arabes unis, on dit qu'on va acheter. Oups, acheter. Donc, c'est nous qui devons sortir notre portefeuille et remettre de l'argent à l'autre. Ça, évidemment, c'est conceptuel. Donc, l'idée d'un surplus de la balance commerciale, c'est juste de dire, il faut réussir à vendre plus qu'on en achète. Puis de cette façon-là, puis c'est logique, si je vends plus de biens aux États-Unis que je leur en achète, techniquement, eux, ils vont me donner plus d'argent que moi, je leur en donne. Donc, il va s'accumuler des richesses. Puis, faut pas oublier qu'à cette époque-là, les virements bancaires et Interac n'existaient pas. Hein, c'était plutôt, on payait en lingots d'or, en lingots d'argent, en cuivre. Donc, l'idée, c'est que si je vends plus aux autres, bien évidemment, je vais accumuler plus de lingots d'or que ce qu'il doit sortir pour devoir les payer. Bon. Donc, ça, c'est de la doctrine qui dominait. Donc, c'est la doctrine dominante lors de la découverte des Amériques, entre autres. Puis, dans ce temps-là, les grands empires coloniaux avaient bien pensé leurs choses. Et pour pouvoir accroître leur puissance, on va utiliser cet exemple-là. Ici, nous avons évidemment le Royaume-Uni, qui à l'époque s'appelait, je crois que c'était la Grande-Bretagne, donc les Britanniques, qui possédaient évidemment ce Royaume-Uni qui était la métropole, donc l'État principal, qui avait des États qu'on appelle coloniaux,
qui est ici l'Australie. Et nous avons bien entendu le Canada, dont nous faisons partie du Commonwealth, qu'on appelle. Donc, eux, ils avaient pensé leur chose. Évidemment, les colonies, ce qu'elles devaient faire, c'est qu'elles vendaient aux métropoles des matières premières. Donc les métropoles rachetaient des colonies la matière première. Évidemment, la matière première, c'est ce qui a le moins de valeur, donc on va juste mettre un signe de dollar. Rendu dans les métropoles, par exemple, si on va prendre, là je vais dessiner, oui, c'est une bûche. Évidemment, rendu dans les métropoles, qu'est-ce qu'on faisait avec les bûches? Ben, on les virait peut-être, je sais pas moi, en planche, peut-être en table. Je m'excuse pour mes talents en tout cas, bref, on les transformait en produits finis. Et évidemment, les produits finis, c'est ce qui a beaucoup de valeur. Prenez l'exemple, évidemment, d'un bois. Mais une fois qu'il est terminé en magnifique table ou en piano, la valeur n'est pas la même que le simple bois que nous avons coupé. Donc, les métropoles se retournaient et vendaient les marchandises finies aux colonies qui, elles, rachetaient, dans le fond, payaient la colonie avec plus de valeur. Donc, comment les métropoles s'enrichissaient? Eh bien, il faut juste regarder. Donc ici, dans ma balance commerciale, je vends des tables au Canada. Donc le Canada doit débourser des lingots d'or, de l'or puis de l'argent pour devoir payer la métropole. Puis c'est un bien qui a plus de valeur que le bois que j'ai vendu. Donc de cette façon-là, les métropoles finissaient par accumuler des richesses qui sont très, très, très importantes, donc à récupérer beaucoup d'or. Et à tel point, fait intéressant, historique, au Canada, cette situation-là était tellement importante qu'au final, on a fini par manquer d'argent. On n'avait plus d'or, plus d'argent, donc il a fallu qu'on utilise des cartes, donc vraiment, c'était des jeux de cartes qui étaient signés par l'intendant dans ce temps-là, qui servaient de monnaie d'échange. Donc, les métropoles étaient tellement efficaces pour siphonner l'or, on pourrait dire, des colonies, qu'au final, on manquait même de monnaie pour pouvoir transiger. Donc, c'est ce qui est écrit ici, c'est résumé. Donc, ce système-là a pris fin vraiment, je vous dirais, je pense que je l'avais expliqué un peu ici. Oups, pardonnez-moi. Je pense que je l'avais expliqué. Non, on ne l'avait pas dit. Il va vraiment prendre fin à partir du 18e siècle à peu près, avec la fin de la monarchie, l'arrivée de la Renaissance, pas l'arrivée de la Renaissance, l'arrivée du siècle des Lumières. Donc ici, la première école qu'on va voir ensemble, c'est vraiment, je vous dirais, une des écoles les plus importantes, puisque c'est une des premières officielles qui existent, donc qui rassemble un ensemble de penseurs qui ont des idées communes. Ici, vous avez Monsieur Smith. Ici, celui dont je parle normalement dans les cours de commerce international, c'est Monsieur David Ricardo, personnage très, très, très influent au niveau du commerce international. Lui, il est anglais, donc il vient de Londres, entre autres. Et lui, il est écossais, donc deux origines différentes. Honnêtement, ça fait pas grande différence, mais ce sont deux personnes très influentes de l'école classique. Ici, vous allez voir là, la manière qu'on va procéder, c'est que je mets toujours des petites idées qui vont représenter l'école classique. Ici, c'est vraiment l'idée du laisser-faire, du libre marché et de la libre concurrence des entreprises. Donc, le contexte socio-historique, ici, vous voyez une magnifique tête décapitée. Évidemment, ça s'inscrit dans la fin du règne de Louis XVI, donc l'affaiblissement général de la monarchie. Donc, c'est une grande période, on parle du 17e, 18e siècle, c'est une grande période de bouleversement socio-économique. Entre autres, on a la Renaissance, l'Angleterre connaît sa première grande phase d'industrialisation, donc ça a été avec entre autres l'arrivée de la machine à vapeur. Puis c'est aussi le siècle, je vous dirais, de la philosophie. C'est ce qu'on appelle le siècle des Lumières. C'est une période qui va être caractérisée entre autres par une remise en question d'à peu près tout. En fait, c'est qu'on va se mettre à délaisser le côté beaucoup plus religieux, le côté de la royauté aussi, pour laisser place à la raison et aux sciences. Donc, on change vraiment notre façon de penser, on adopte vraiment plus des méthodes scientifiques. C'est ce que je disais d'entrée de jeu. La monarchie partout à travers le globe finit par pas disparaître, mais disons diminuer, ou du moins son influence est de beaucoup réduite.
entre autres en France, avec un roi qui a été décapité, disons que c'est plus difficile de gouverner. Et évidemment, c'est ce que je disais, fin de la suprématie française. Et on voit un essor de l'Angleterre, donc l'Angleterre qui devient de plus en plus influente par ses colonies, mais aussi par son développement industriel et socio-économique. Donc, je résume, contexte historique, donc un contexte où la monarchie, donc le droit, l'État domine. Les philosophes, les penseurs de cette époque-là vont rejeter cette espèce de dictature de la monarchie, dictature de la religion, pour finalement avoir une plus grande confiance dans l'homme. Donc c'est pour ça en fait qu'on va arriver avec des penseurs du type Monsieur Adam Smith, qui est un philosophe et un économiste écossais du siècle des Lumières, qui est lui plutôt, je vais y venir, mais il va mettre l'homme libre au centre de sa pensée. Donc, c'est considéré, si je vous pose en examen la question qui est le père fondateur de l'économie, c'est la bonne réponse, c'est-à-dire que c'est considéré comme le père. Sincèrement, Adam Smith est un des auteurs, selon moi, les plus importants, parce que même encore, vous allez voir, là, son œuvre a été en 1776, malgré qu'il y a près de 3 siècles qui nous séparent, aujourd'hui, avec la neuroscience, mais aussi l'économie comportementale, on retrouve et on confirme dans certains cas, les pensées de Smith. Donc, malgré qu'il date de 300 siècles, cet homme-là était particulièrement brillant. C'est un professeur aussi. Il va enseigner, entre autres, en Écosse, je crois, de mémoire à Londres aussi. Ses étudiants vont surtout le qualifier d'un professeur vraiment très intéressant, mais qui a tendance à être un peu dans la lune. Ça arrive souvent qu'il s'y perd. Il y a même une anecdote assez drôle qui dit que Manet était avec ses étudiants en train d'expliquer proche des tanneries, donc ce qui sert à teindre les vêtements, puis il était tellement distrait dans sa bulle que finalement il s'est planté dans les barils de teinture. Donc, personnage assez célèbre et aussi particulier. Il va publier 2 œuvres majeures. La première qui est la plus importante et la plus connue, du moins, c'est La recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations. Livre fondateur qui est une brique d'épaisse que j'ai chez moi, vraiment très intéressante. Il va jeter vraiment les bases du libéralisme classique. Entre autres, Smith, dans ce livre, va s'interroger sur qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a des États qui sont plus riches que d'autres? Il va aboutir en fait à 2 réponses. Il y en a plusieurs, mais 2 principales que moi j'ai retenues. La division la division du travail, la spécialisation, et aussi en fait la fameuse main invisible d'Adam Smith, qui d'ailleurs parle une seule fois dans son manuel, mais qu'on entend tout le temps. Le deuxième ouvrage moins connu, qui est en fait son premier livre, qui est La théorie des sentiments moraux, Smith, malgré que dans la théorie économique qu'on vous enseigne, dit que l'homme est rationnel, Smith est vraiment conscient que l'homme est de loin irrationnel, qui est soumis à toutes sortes de biais et d'influences. Donc, c'est ce manuel-là qu'aujourd'hui, en économie comportementale, on va retrouver plusieurs choses qu'il a dit, par exemple l'aversion au risque, le problème, le concept du ça, du moi et du surmoi qu'on retrouve en psychologie, qu'il avait déjà conscience, sans le nommer, que ça existait déjà à l'époque. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est quand même quelqu'un assez brillant. Je vous disais 2 principes majeurs que voici. Pour Adam Smith, la ressource de la richesse de la nation se trouve dans sa capacité à produire et à changer des biens. Donc, plus un État va être en mesure de produire, donc d'accroître sa richesse, puis des échanger, plus il devra être puissant et riche. Entre autres, comment? Par la spécialisation, donc c'est de dire que chaque travailleur se spécialise dans une tâche, cela fait en sorte qu'il va augmenter la production et le niveau de vie de toute la société. En fait, ce que Smith a observé, c'est qu'il va utiliser l'allégorie, il va observer des shops d'épingles, donc des gens qui s'occupent de faire des aiguilles, et il s'est aperçu que une personne, dans le fond, l'endroit ou l'entreprise qui a divisé la tâche, donc le fait de prendre le bout de fer, de le couper, de le frapper de l'autre bord, de le ficeler, bref, je sais pas trop les démarches, il s'est aperçu que si on prend chacune de ces étapes-là, puis qu'on met une personne attitrée à une étape spécifique, ben dans l'ensemble, ils vont produire plus que s'il y avait une seule personne qui était faite pour faire le crayon. Imaginez-vous, vous-même de votre côté, faire un crayon, vous devez là, j'ai un crayon artificiel, mais mettons un crayon de bois, vous devez extraire le graphite, le travailler, donc le graphite, on parle de la mine, vous devrez après ça aller chercher votre bois, prendre votre bois, le couper, le tailler de telle sorte qu'il corresponde au crayon. Le petit bout de caoutchouc que vous avez au bout, ça vient, en fait, c'est du caoutchouc, de l'arbre
d'un arbre, donc vous devez aller chercher, le couper, le travailler, l'assembler. Fait qu'imaginez le temps que ça prendrait pour produire un seul crayon. À la place, ce qu'on s'est aperçu, c'est que si on prend chacune des étapes, donc une personne ou même une usine ou même un pays qui va se spécialiser, par exemple, dans juste la coupe du bois, ben, au lieu d'en faire 1 ou 2 par jour, on va peut-être en faire 1000 ou 2000. Donc, c'est ce que Smith veut dire par la spécialisation du travail. L'autre idée, d'ailleurs, les principes majeurs, c'est qu'il va dire que, entre autres, le marché est extrêmement efficace dans la coordination des intérêts de chacun. Quand on parle d'efficacité de marché, c'est qu'il n'y a pas de gaspille, donc pas de surplus, pas de pénurie. Le prix qui est le coordinateur, donc c'est lui qui va orienter les décisions économiques et celui qui va régler les problèmes. Donc, s'il y a une rareté, les prix vont monter, ce qui va faire en sorte qu'il va y avoir moins de gens qui vont demander du produit, il va en avoir plus qui vont l'offrir, donc techniquement, il n'y aura plus de pénurie. Donc, si les marchés sont efficaces, l'État est inutile dans l'économie. En fait, Smith, dans sa pensée, va dire que l'État doit être un État régulateur. Régularien, je pense qu'il appelle régulateur. Donc, il doit s'assurer de l'ordre, du droit et de l'armée. Donc, un rôle d'une espèce d'état gendarme où tu dois t'occuper de la police et du droit. Donc, c'est juste à ça que le rôle de l'État est restreint. Donc, il ne doit pas intervenir sur le marché, il ne doit pas jouer sur il ne doit pas dicter aux gens aussi quoi faire. Donc, c'est pour ça qu'on en va aboutir à une conclusion qu'il faut donc laisser faire les individus, mais aussi laisser passer les marchandises. Donc, il ne doit pas avoir de contrôle, il ne doit pas avoir de barrière. C'est ce qu'on va appeler, en fait, la doctrine du libre-échange, doctrine qui est encore utilisée aujourd'hui d'ailleurs. Donc, le deuxième principe qu'on voit, deuxième principe majeur, est celui de la main invisible d'Adam Smith. D'entrée de jeu, je vous ai mis sur le portail Moodle une vidéo qui va un peu plus détailler c'est quoi, en fait, l'idée derrière la main invisible. Mais l'idée, en fait, le concept de la main invisible, c'est de dire que si chaque individu cherche avant tout à satisfaire son propre intérêt, et se faisant, dans le fond aussi, il cherche à combler ses propres besoins par lui-même, donc on parle un individu beaucoup plus égocentrique. Dans le fond, il va en parvenir, comme par une main invisible, à satisfaire au mieux les intérêts de la société. Donc, l'idée derrière, c'est que si on a des besoins, donc on doit les satisfaire. Pour les satisfaire, je vais devoir, en tant qu'économie, donc on va supposer que vous allez devoir consommer. Donc, pour pouvoir consommer, vous allez devoir échanger. Donc, pour pouvoir échanger entre vous, ce qui risque d'arriver, c'est que vous allez devoir trouver une façon d'avoir de l'échange ou de produire des biens. Donc, vous allez au final vous spécialiser dans ce que vous êtes le meilleur. Et en vous spécialisant dans ce que vous êtes le meilleur, donc vous allez tirer la plus grande richesse possible de votre talent, c'est de cette façon-là qu'au final, au niveau de la société dans leur ensemble, on va arriver à une richesse qui est beaucoup plus importante au niveau de la société que si c'était l'État qui avait dicté qui, quoi et combien de choses à faire à tous les gens. Donc, c'est vraiment l'esprit qu'il y a derrière la main visible. Donc, l'idée, c'est que nous avons un système qui s'appelle le marché, donc un système d'échange, qui d'un côté, vous allez avoir des gens qui offrent des biens, de l'autre, des gens qui en demandent, et que le prix va servir d'indice sur la valeur pas la richesse, mais la rareté d'un bien. Donc, voilà, au final, les gens vont finir par se spécialiser. Donc ici, j'ai fait un petit résumé, je reviens juste rapidement. On voit que c'est la naissance de la science économique comme une discipline. Son œuvre majeure qu'il faut retenir d'ailleurs, c'est la recherche sur la nature et la cause des richesses des nations. Évidemment, un concept phare d'Adam Smith, c'est ce qu'on appelle la spécialisation. Grand contexte historique très important, beaucoup de bouleversements pour ce cycle. Donc, Adam Smith, avec ses classiques, va laisser la place, en fait, plutôt à une autre vision de notre monde économique, celle de Monsieur Karl Marx. Donc, c'est ce qu'on va appeler l'école marxiste, une école très influente. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui se revendiquent de cette école de pensée, qui, si on résume, le capitalisme n'est qu'une étape à franchir avant le collectivisme. Donc, avant que les moyens de production, donc ce qu'on appelait les ressources, vous vous souvenez du premier cours, les ressources, de dire, au lieu qu'ils appartiennent à une classe de une catégorie de propriétaires, une classe sociale d'entrepreneurs, c'est qu'au final, l'étape de l'évolution finale de l'espèce humaine, on pourrait dire, du moins du système économique, est une forme de collectivité, donc de collectivisme, où tous les ressources, les usines, les capitales
n'appartiennent plus à une seule classe, mais plutôt appartiennent à la grande classe qui est la collectivité. Donc, le contexte historique change. Évidemment, durant la Renaissance, il y a une explosion au niveau de la richesse, donc les États deviennent très, très, très rapidement riches. Les conditions de vie s'améliorent aussi beaucoup. Les capacités de production augmentent en raison, entre autres, du fait qu'il y a beaucoup de gens qui migrent vers les métropoles, qui migrent vers les grands centres. Donc, en plus, on connaît à ce moment-là un boom démographique, ce qui fait en sorte qu'il y a une plus grande population qui peut se mettre au travail. Donc, par contre, le capitalisme, donc le système capitaliste a des revers. Entre autres, on parle d'un excès du capitalisme et évidemment les conséquences de la première phase d'industrialisation qui vont conduire généralement à de très fortes inégalités. Il y a un bon film qui s'appelle Germinal qui vous montre les conditions de vie des gens qui sont dans les usines, qui c'est épouvantable. Puis je ménage pas le mot pour ne pas dire horrible. Dans le fond, des familles, des fois entassées de 10, 12, 14 personnes dans un loyer de pas plus grand qu'un 4,5 aujourd'hui. Les enfants travaillent dans les usines. Puis à l'autre aspect, qu'on parle d'inégalité, autant que des familles qui s'appauvrissent énormément, que nous avons au même moment des gens qui s'enrichissent beaucoup venant de l'exploitation de ces gens. Puis quand je parle d'exploitation, c'est plutôt dans le sens ressources naturelles. Donc, on va utiliser le capital humain, faut pas l'oublier, combiner un autre facteur de production qu'on appelle les usines pour produire de la richesse. Donc, selon Karl Marx, la recherche de l'intérêt individuel, donc le fait de satisfaire ses propres besoins, a amené un clivage entre les propriétaires des moyens de production, donc ceux qui possèdent les usines, et les ouvriers. Et c'est cette espèce de clivage-là qui va finir par créer des révolutions, pas juste une évolution, mais une révolution des fois sanglante et même très violente qui va renverser la classe dominante. Parce que Karl Marx, on va y venir, c'est un économiste, mais c'est aussi un philosophe, puis il va entre autres étudier le contexte historique entourant les systèmes économiques. Donc, la conclusion, exploitation mal payée, alors que les premiers s'enrichissent. Aujourd'hui, ce courant-là est toujours présent, par exemple avec le 1% des plus riches. Là, je m'aperçois que mon visage est en plein milieu de celui de Karl Marx, mais c'est pas grave. Qui est ce fameux Karl Marx? C'est un philosophe, économiste allemand, sociologue. Vous allez le retrouver, historien aussi, dans plusieurs de vos cours. C'est quelqu'un de très, très important. Ici, je l'en parle très peu. Je vous invite à lire dans votre manuel un peu plus en détail sur qu'est-ce que cet grand homme a fait. C'est considéré comme le fondateur des théories marxistes et socialistes d'aujourd'hui. Entre autres, quelles sont ses grandes contributions? Il y en a 3 principales, mais évidemment, il y en a plusieurs. Évidemment, la première, c'est qu'il va mettre en évidence les contradictions du système capitaliste. Dans le fond, il va dire en gros, que pour pouvoir dégager des marges de profit toujours de plus en plus importantes, évidemment, il faut réduire les coûts puis vendre de plus en plus cher. C'est la logique marchande. Mais le problème, c'est que lui, il dit, mais regardez, si vous coupez des coûts, ça implique que vous allez devoir baisser les salaires. Ou si vous les baissez pas, vous allez augmenter vos prix. Ce qui, au final, va faire en sorte que ça va mettre énormément de pression sur les travailleurs, ça va créer beaucoup de frustration, parce que non seulement, soit que leur salaire diminue, soit qu'ils sont remplacés par de la machine, et au même moment, on augmente les prix. Donc, ils seront même plus en mesure de pouvoir acheter ce qu'on est en train de produire. Donc, c'est pour ça que, là, je résume, là, beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'il va dire, au final, le système capitaliste, là, par son mécanisme interne de marché, est voué à un échec. C'est impossible que, d'un côté, il y a une classe qui arrête pas de s'enrichir, puis d'un autre, il y en a une qui s'appauvrisse, parce que un possède les moyens de production, puis les autres achètent de. Donc, c'est pour ça qu'ils vont comme en conclure qu'il y a un problème à ce niveau-là. La deuxième, évidemment, c'est ces grandes études des classes sociales. Ils vont en tout mettre en évidence qu'il y a toujours une classe qui domine et une classe qui est dominée. Dans le système monarchique, t'avais la monarchie, t'avais les nobles qui dominaient en fait le reste du peuple, qui, à un certain moment, se sont révoltés, entre autres la Révolution pas française, mais la décapitation de Louis XVI, pour renverser la classe dominante. Maintenant, la classe dominante, dans le système capitaliste, a été remplacée par les marchands, les notables, entre autres, les marchands, surtout les propriétaires, les grands marchands, et la nouvelle classe dominée est celle des travailleurs. Et évidemment, il va contribuer à l'essor d'un deuxième modèle d'organisation économique, qu'on appelle le système
dans le fond, le système, l'économie planifiée, ce que je vous ai présenté dans la dernière vidéo. Donc, selon lui, l'État doit être total, puis quand on parle de l'État, évidemment, c'est de la collectivité, bien entendu. Il va publier une œuvre qui est majeure, qu'on nomme le Capital, en allemand Das Kapital. Une œuvre, c'est une brique colossale qui va porter au même titre que Smith dans son livre sur la richesse des nations. Il va s'interroger entre autres sur qu'est-ce qui fait qu'un État s'enrichit. Il va questionner la valeur aussi, entre autres comment est-ce qu'on détermine la valeur d'une chose. Il va entre autres détailler également la lutte des classes, l'évolution historique aussi. Donc c'est une œuvre qui est vraiment très importante. Ici, un petit résumé encore. Évidemment, roman cause fondement, système capitaliste est voué à disparaître de lui-même. Le capitalisme de l'époque engendre des bouleversements majeurs, plusieurs crises économiques et grandes inégalités de richesse se créent, donc le système qu'on croyait s'auto-réguler, donc qui va rapidement retourner à un certain équilibre, s'avère plus ou moins vrai. Et évidemment, à cette époque-là, on voit qu'il y a de plus en plus de gens, d'États, de groupes de gens, de penseurs qui vont se mettre à rejeter les idées capitalistes. Comme de quoi que c'est peut-être pas le meilleur système qui existe présentement économique. Donc, marxiste, on arrive à une époque des années 1900. On va parler maintenant de l'école qu'on appelle keynésienne avec John Maynard Keynes. John Maynard Keynes, lui, regardez les dates très importantes. Entre autres, celle-ci, là, c'est la période, en fait, de la première, pas de la première, mais on va couvrir une période. Les keynésiens vont apparaître à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Même dans ce cas-ci, un peu avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est une époque aussi, ben regardez, je vais y venir. Oups, pardonnez-moi. Période aussi caractérisée par à l'époque, l'une des plus grandes crises économiques mondiales. Donc, c'est pas juste localisé, c'est une crise économique, financière, sociale aussi, on pourrait dire, qui va toucher l'ensemble du monde en 1929, qui débute avec le crash financier à Wall Street en 1929, qui va plonger l'ensemble des États dans un marasme économique épouvantable. La consommation chute, le chômage explose, les entreprises ferment, et cette situation-là va perdurer pendant de nombreuses années. Ce qui fait en sorte que ça vient qu'à montrer que les crises, en fait, ces crises montrent que les mécanismes de marché qui normalement sont réputés s'auto-réguler sont inefficaces. Donc, ils ne retournent pas à l'équilibre. Ils sont dans une situation où il y a une pénurie de main-d'œuvre. Dans ce cas-ci, c'est une pénurie d'emploi, donc il n'y a pas assez d'emploi pour le nombre de travailleurs. Ça va perdurer dans le temps. Si les gens cessent de consommer, ils vont cesser de consommer très longtemps. Donc, c'est de ça qu'on parle quand on parle de mécanismes de marché qui sont inefficaces. Donc, Keynes, lui, va observer ça. Lui, c'est qui? C'est en fait un économiste britannique. Donc, les Britanniques reviennent à la charge. Lui, il est considéré, entre autres, comme l'un des plus grands économistes du 20e siècle. Sa pensée keynésienne est encore d'actualité aujourd'hui. On l'a vu, entre autres, avec le coronavirus. Donc, le retour des grandes politiques d'intervention de l'État. Donc, lui, sa thèse principale, c'est de dire que les marchés ne reviennent pas à l'équilibre, donc ils sont dans un déséquilibre permanent. Ils sont pas capables d'assurer le plein emploi, donc un chômage minimum, pas un chômage de zéro, mais un chômage minimum. La croissance économique, si on est en période de récession, on va le demeurer aussi. Donc, je parle de plein emploi, mais de récession aussi, on va le noter. Donc, c'est pour ça qu'il va dire, lui, que l'intervention de l'État est plus que suggérée, elle est nécessaire pour devoir relancer l'économie durant les périodes de récession. Comment? Entre autres, en stimulant, on va les voir dans un chapitre plus tard, stimulant la consommation. Quand je dis qu'aujourd'hui, on a un retour des politiques keynésiennes, qu'est-ce que le gouvernement Trudeau et les gouvernements dans le monde ont fait? Ils ont mis en place un programme de subvention aux revenus. Ici, c'est le programme, la PCU, la fameuse PCU, qui, au final, sert à quoi? Il sert à faire en sorte que les gens consomment. On veut que les gens consomment pour pouvoir relancer l'économie. Dans notre cas, à nous, qui nous concerne avec le coronavirus, c'est pour freiner la diminution de la consommation. Lui va publier une œuvre majeure qu'on nomme la théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie. Donc, les travaux de Keynes, sa grande contribution, ici vous voyez le titre, l'État au secours du marché. Les travaux de Keynes remettent en cause l'efficacité des marchés. Entre autres, il va affirmer que les marchés sont dans certains cas efficaces, donc sont naturellement en train de s'équilibrer, donc pas de surplus, pas de pénurie, mais que dans la grande majorité des cas, c'est pas le cas. Donc, c'est pour ça que lui, il va dire que l'État doit intervenir
pour soutenir la demande, pour ramener au plein emploi. Donc, le gouvernement ici a un rôle à jouer dans la mesure où il doit gérer l'emploi et implanter des mesures d'aide aux personnes défavorisées. Donc, le marché, le commerce ne permet pas aux gens de s'enrichir, de sortir de la pauvreté. Donc, l'État doit intervenir. Donc, c'est pour ça qu'on va voir la mise en place de plusieurs politiques macroéconomiques qui vont s'appuyer sur l'intervention de l'État, qu'on appelle des politiques keynésiennes, des fois on va lancer des grands chantiers, on va avoir des gouvernements comme par exemple le gouvernement de M. Legault qui vont investir massivement dans avant c'était en santé, ils vont relancer la construction des chantiers, ils vont faire des grands projets d'infrastructure. On a vu aussi naître des programmes sociaux, l'assurance emploi, l'assurance santé, des grands programmes nationaux qu'on connaît aujourd'hui comme l'éducation, par exemple. Donc, l'État a un rôle majeur, voire essentiel au bon fonctionnement de l'économie et à l'épanouissement aussi de notre société. Donc, ces politiques-là vont connaître beaucoup de succès entre la première et la seconde, entre la première de la Deuxième Guerre mondiale, je m'excuse. Donc, beaucoup de succès depuis la Deuxième Guerre mondiale jusqu'en 1970, où là, par exemple, les politiques keynésiennes rencontrent un mur. Donc, la dernière école de pensée, l'avant-dernière école de pensée qui nous reste à voir est celle des monétaristes. Les monétaristes font suite à l'école keynésienne, apparaît à partir des années 70 suite aux premières crises pétrolières, puis ils vont se poursuivre, je vous dirais, jusqu'à les années 2000 et même probablement un peu plus, parce que leur pensée est encore présente aujourd'hui dans nos politiques publiques. On les appelle aussi les néolibéraux et eux sont reconnus entre autres pour la contestation de l'État-providence. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les États vont connaître une très forte croissance économique, ce qui va finalement donner raison aux politiques keynésiennes. Je vous rappelle que les politiques keynésiennes, c'est des politiques qui visent à soutenir la croissance économique, l'emploi et évidemment à lutter contre l'inflation également. Puis c'est durant ces époques-là qu'on va voir, entre autres, des politiques du type assurance-emploi ou l'assurance chômage. On va voir des programmes de santé apparaître aussi. On va voir également des impôts, parce que l'impôt n'a pas toujours existé. On va voir les taxes aussi, de nouvelles taxes arriver. On va voir les systèmes d'éducation. Donc, l'État va jouer un rôle majeur dans le développement économique d'une société. Mais problème, c'est qu'en 1973 arrive la guerre du Kippour, une guerre très importante dans le monde occidental, mais aussi dans le Moyen-Orient, qui va causer une augmentation fulgurante en fait des prix au niveau des prix de l'essence, qui va avoir des répercussions dans l'ensemble de l'économie, qui va venir qu'à freiner de façon assez brusque cette fameuse croissance économique qu'on connaissait depuis maintenant près d'une trentaine d'années, qui fait suite en fait aux 30 Glorieuses, qu'on pourrait dire. Donc, cette crise économique-là qui va toucher l'ensemble du monde va autant à la fois créer du chômage et de l'inflation. Ce qui est un nouveau contexte parce qu'habituellement, on voit qu'en période de récession économique, on assiste à une baisse du chômage, une augmentation du chômage, pardonnez-moi, et une baisse du niveau des prix. Or, ici, ce qu'on voit, c'est une augmentation du niveau des prix et une augmentation à la fois du chômage. Donc, le pire des deux maux. Des gens qui travaillent pas puis qui ont plus assez d'argent pour pouvoir se payer les biens et services dont ils ont tant besoin. Donc, dans ce nouveau contexte, il s'avère que les politiques interventionnistes ne fonctionnent pas, elles sont impuissantes. Et l'autre élément aussi qui est important, c'est que les gouvernements se sont fortement endettés pour financer et soutenir la croissance économique ou financer des programmes sociaux. Donc, si on fait un petit parallèle, par exemple, avec le COVID-19, où on a vu, par exemple, l'État, les gouvernements s'endetter massivement, puiser dans leurs réserves pour pouvoir soutenir la consommation. Donc, indice, c'est une politique qu'on appelle keynésienne. Donc, c'est un peu le même défi auquel on assiste aujourd'hui avec des États fortement endettés et un virus qui lâche pas. Donc, aller jusqu'aux années 70, donc de 1930 jusqu'à 1970, l'État
est roi, donc c'est lui qui, l'État intervient beaucoup, mais à partir des années 70, les courants libéraux reviennent, entre autres avec les néolibéraux, soutenus entre autres par la pensée par M. Milton Friedman. Là, je m'aperçois que je suis dans le petit écran que vous voyez. Je vais juste me déplacer. Voilà. Donc, c'est considéré, selon moi, puis selon plusieurs experts aussi, comme un des économistes les plus influents au niveau de la pensée économique, parce qu'entre autres, il va influencer notre politique de la gestion monétaire. Il va obtenir aussi le prix Nobel en 1976 pour ses travaux sur la monnaie et la consommation. Et il est surtout reconnu pour ceci, et c'est ce que vous devriez, c'est ce que vous devriez retenir aussi, c'est que c'est un fervent, ardent défenseur du libéralisme économique. Lui, entre autres, il va recommander de réduire la taille de l'État. L'État, il va être farouchement opposé à tout ce qui est forme d'association de travail, toute forme d'association, comme par exemple le collège, pas le collège des médecins, mais des regroupements de travailleurs, des regroupements de médecins, des regroupements de professeurs. Il va juger que c'est totalement absurde et inefficace. Donc, réduire l'État, encourage fortement le libre marché. Donc, l'État ne doit pas réguler les intentions des gens, ne doit pas intervenir aussi si une entreprise ne doit pas en fait dicter aux entreprises quoi faire. Donc, il est très, très, très reconnu pour ça. Et puis, il y a entre autres une mauvaise presse qui vient du fait qu'il a conseillé des gouvernements du type de de Madame plutôt Thatcher, Madame Thatcher aux États-Unis, même un dictateur dénommé Pinochet, au Chili, tu vas avoir les Reagan aussi aux États-Unis, donc tous ces gouvernements-là qui sont des ultra-conservateurs vont mettre en place des politiques qui visent à réduire la taille de l'État et à libérer plusieurs champs de l'économie. Qu'on parle de libéralisme économique, c'est qu'on dérégularise, en tout cas, on va dérégulariser le secteur de la finance, secteur aussi qui était de l'agriculture, on va abolir des syndicats, par exemple, comme au Royaume-Uni, des fois, même aux États-Unis, on va limiter la facilité avec laquelle il est possible de se syndiquer. Donc, c'est ce qu'on entend par libéralisme, donc la liberté des individus prime avant tout. Il va être l'auteur de plusieurs livres importants, dont le principal est Le Capitalisme et Liberté, un livre que je vous recommande de lire, qui est vraiment simple. Donc, il est venu démocratiser, lui, en fait, le libéralisme tel qu'il le conçoit. Puis aussi, ce personnage-là, qui est M. Friedman, va être très... ça va être il aime beaucoup être une vedette. Il va entre autres faire une série d'interventions à la TV, je crois que c'est un programme qui s'appelle Free to Choose, qui vise à promouvoir les idées libérales au sein de la société américaine. Donc, quelqu'un de très d'influence, très présent aussi dans les écoles, entre autres l'école de Chicago. Donc, ce que je disais, les monétaristes en opposition aux keynésiens, Friedman remet en cause le lien fondé des politiques de relance qui peuvent que provoquer de l'inflation. Donc, il est inutile les politiques sont inutiles pour lutter contre elles. Les agents économiques, ça, c'est un autre rapport de sa pensée. Lui, selon lui, ne planifie à long terme, ce qui fait en sorte que les politiques budgétaires n'ont d'effet qu'à court terme. Donc, à court terme, oui, il va y avoir un impact, mais les dépenses soutenues et les effets à long terme sont nuls. Selon Friedman, toujours, l'intervention de l'État ne fait que perturber le marché et son fonctionnement. Donc, l'État doit être sa taille réduite. Pas réduite, mais du moins son rôle doit être réduit à celui de l'armée, de la police et du droit. Encore une fois, on revient aux idées de départ avec monsieur Smith, entre autres. Donc, j'en parle pas plus longtemps des monétaristes parce que c'est une école qui est excessivement importante mais qui est donc complexe, pas à expliquer, mais qu'on va revoir de toute façon à travers différents chapitres. Je vous recommande de bien sûr lire votre manuel qui détaille un peu plus. Entre autres, il va parler de ces différentes théories. J'aimerais accorder un peu plus d'attention à une discipline que moi j'adore. C'est vraiment mon courant de pensée économique qui s'appelle l'économie comportementale. Entre autres avec ce que nous nommons le paternalisme. Je vais l'écrire ici. Le paternalisme libertarien.
Donc ça, c'est une discipline qui va dater à peu près, pas une discipline, mais un courant de pensée qui date des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, 2020 et même plus. Et ça va avoir une influence à peu près toutes les sphères de l'économie, autant en finance qu'en politique publique, qu'en micro, qu'en macroéconomie aussi. Et ici, je vous présente différents personnages. Puis ce qui est paradoxal là-dedans, c'est que les principaux penseurs ne sont pas des économistes. Ici, vous avez un psychologue. Lui aussi est également un psychologue. Ça, c'est un économiste. Ça, c'est un neuroéconomiste. Donc, ça, c'est Dan Ariely. Si vous voulez lire un très bon livre d'économie comportementale, Ariely est fort intéressant. Et ça, c'est Richard Thaler, qui était aussi un Nobel. Daniel, on va l'appeler Daniel Kahneman. Lui, c'est Colin Camerer. Personnage très influent de ce temps-ci, surtout avec la neuroscience. Donc, rapidement, le point de départ, c'est de dire moi, ce que je vous enseigne dans mes cours, là, je pense que j'en suis encore par-dessus. Bon, voilà, bon, baptisé. Donc, ce que j'enseigne dans mes cours, donc c'est ce on nomme la théorie classique. Donc, la théorie classique de l'homme, c'est une concept, donc l'homo economicus. C'est utilisé en fait pour créer nos modèles, les facilités aussi. Donc, c'est une hypothèse, l'homo economicus. Donc, hypothèse sur notre comportement. Donc, entre autres, on va dire, en microéconomie, un peu comme je l'ai expliqué au début du cours, c'est que l'agent économique est rationnel. Donc, il va venir qu'à maximiser son bonheur ou minimiser ses coûts. Évidemment, le tout sous contrainte, S.C, sous contrainte de budget, de temps et de ressources. On va dire aussi que l'agent est cohérent, ce qui signifie que si j'aime plus A que B et que j'aime plus B que C, logiquement, ça devrait dire que j'aime plus A que C, ce qu'on appelle la transitivité. Remplaçons ça par des pommes, des oranges et une poire. Donc, techniquement, si je préfère la pomme à l'orange à la poire, ça voudrait nécessairement dire que la pomme doit être préférée à la poire, si nous sommes cohérents dans nos choix de consommation. Et évidemment, il est indépendant aussi. L'indépendance ici signifie que les facteurs externes, comme mon environnement, ici on parle d'un environnement qui peut être autant l'environnement physique, l'environnement, le social aussi, les amis, la famille. Donc, il n'y a aucun facteur externe à ma propre personne qui va venir qu'à modifier ou m'influencer dans mes choix. Or, vous vous rendrez compte que ça, la psychologie ne tend pas à supporter. Mais en économie, on est capable d'appuyer ça. La plupart du temps, on est cohérent. Ici, évidemment, c'est là ce qu'on a la plus grande faiblesse, c'est qu'on doit considérer que l'homme est influencé par plusieurs facteurs externes. Les modèles économiques d'aujourd'hui, ils les considèrent. Mais disons que c'est pas ce qu'on vous explique dans le cours d'introduction à l'économie. C'est pour ça qu'on va se diriger vers de toutes nouvelles théories économiques. Depuis le 20e siècle, on va emprunter des autres sciences, plusieurs éléments, entre autres Kahneman et M. Richard Thaler, donc 2 Nobel d'économie, vont intégrer des concepts de la psychologie dans le processus de décision des agents économiques. Donc, c'est ce qui va donner naissance à l'économie comportementale. L'économie comportementale va étudier les facteurs psychologiques, cognitifs, émotionnels de la prise de décision économique. Donc, on va vraiment prendre l'humain pour ce qu'il est, c'est-à-dire un être humain qui n'est pas parfaitement rationnel, qui va se tromper, qui va être soumis à tellement de sortes de biais différents. Puis même cette étude-là va s'appliquer également à la gestion des institutions, donc des groupes d'individus. Son but de cette discipline-là, que c'est la mienne, c'est de mieux comprendre comment les décisions diffèrent de celles de la théorie classique. Donc, on sait que, par exemple, que l'agent économique, on suppose dès le départ qu'il est rationnel, puis ensuite, les économistes comportementaux vont venir qu'à démontrer que c'est pas le cas. Plutôt qu'on est soumis à des biais, qu'on a des tendances à prendre de mauvaises décisions. Puis, évidemment, on se contente pas juste de critiquer, on va venir qu'à modifier les modèles, donc les enrichir pour qu'ils correspondent mieux à la réalité. Ce qui va donner, ça c'est un petit vidéo que je vous mets dans Moodle, que je vous conseille de regarder parce qu'il est vraiment intéressant, ça explique bien qu'est-ce que l'économie comportementale. L'État comme père bienfaiteur, c'est ce qu'on appelle la doctrine, plutôt l'école de pensée, je vais marquer ça là, école, le fameux paternalisme
paternalisme libertarien. Les prémices sont les suivantes. Les avancées en économie comportementale vont mener à une nouvelle politique publique qu'on appelle des nudges. Des nudges, des quoi? Ce sont de petites actions qui vont modifier de façon importante le comportement des agents économiques sans nécessairement les restreindre, sans nécessairement restreindre leur liberté. Et évidemment, ça amène une nouvelle doctrine politique qu'on appelle le paternalisme libertarien. Ça a été développé par ce que je vous disais, l'économiste Richard Thaler et le juriste et philosophe Case Schonstein, je m'excuse de la prononciation. Puis les bases de cette doctrine-là, c'est que les individus ne sont pas totalement rationnels, puis on le sait. En psychologie, on l'a démontré à plusieurs reprises. Ce qui veut dire que leurs choix ne sont pas toujours les bons. Donc, contrairement à les théories classiques qui vient dire que normalement on fait le meilleur choix, on prend toujours les meilleures décisions. Or, c'est faux. Le nudge va venir qu'à changer le cadre de décision, donc on va venir qu'à changer certains éléments, on va venir qu'à les encadrer pour que finalement l'individu finisse par prendre la bonne décision sans qu'on le brime dans sa liberté. Fait que c'est pour ça qu'on dit que c'est un libertarien, donc c'est très libéral, mais c'est une forme de père bienfaiteur qui vient dire, gars, ça ce que tu fais là, regarde, tu as le choix, tu peux toujours le faire, mais je te conseille pas que c'est le meilleur. Puis l'exemple que je crois que je peux vous donner, oups, je vais vous l'écrire ici, l'exemple vraiment très simple. En fait, non, je vous le mettrai pas ici, je vais vous en mettre quelques exemples